notre troisième épisode de La Voix est libre. Aujourd'hui, on reçoit Bruno. Donc, bonjour Bruno, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Donc, dans le fond, pour la petite histoire, en fait, Bruno est venu nous contacter à l'Université Laval directement pour dire qu'il voulait parler un peu plus des différentes idées politiques. Il y a autant le conservatisme que la gauche, voir un peu c'est quoi les différentes idées, c'est quoi qui nous rassemble un peu, qui nous éloigne. Oui, exactement. Premièrement, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Bruno, je suis étudiant en sciences politiques à l'Université Laval. Je fais un retour aux études. C'est juste pour dire, moi j'ai 37 ans. Fait que, je sais que la génération ambition, en tout cas, c'est ce dont tu fais partie. J'imagine que tu es dedans aussi. J'ai dit plus jeune. J'aime me considérer jeune. Je me considérer jeune toute ma vie. Mais c'est ça. Je connaissais, je savais que tu t'étais présenté pour le Parti conservateur. Puis c'était ce qui a initié, en fait, mon approche, parce que je trouvais ça intéressant de voir des jeunes femmes, surtout, je trouve ça intéressant de voir justement cette droite-là plus jeune être représentée par une femme. Parce que j'ai l'impression que pas nécessairement le conservatisme, mais le Parti conservateur du Québec est assez masculin. Surtout peut-être pas dans les candidatures, mais dans les candidatures jeunesse, tu devrais être la plus jeune et de loin dans les candidatures féminines, j'imagine. Oui, c'est sûr. Au Parti conservateur du moins, c'est vrai que j'étais dans les plus jeunes femmes qui se présentaient directement, mais je pense qu'il y a quand même... c'est comme un gros préjugé, j'ai l'impression souvent, d'associer le Parti conservateur à vraiment c'est des hommes qui sont impliqués, puis des personnes plus âgées aussi, qu'il n'y a pas de jeunes qui s'impliquent, parce que pour vrai, aux dernières élections, il y avait Marie-Josée Hélie dans le Parti conservateur qui est très très forte, il y avait Jacinthe Lévarel, il y avait Ève, il y avait plein de femmes super pertinentes dans le parti. J'ai trouvé ça le fun d'avoir autant de voix féminines. Puis autour de moi, dans ma circonscription, les circonscriptions autour, c'était toutes les femmes quasiment qui étaient. C'est présentement dans quelle circonscription? J'étais dans Soulanges, c'est pas loin de Montréal, pas loin de Vaudreuil. Ouais. Je te donne pas tort avec ça, c'est juste que j'ai l'impression que, mettons, il y a une tendance, je pense, j'imagine, dans la représentation politique. Là, je parle un peu sans prendre connaissance de cause. Je fais juste prendre des tendances, mettons, électorales, là où les jeunes vont moins voter. Absolument, les jeunes hommes sont comme moins appelés au vote que les jeunes femmes, mais quand même, je pense que dans la représentation politique, c'est un enjeu de beaucoup de partis d'avoir, que ce soit l'équité ou avoir un nombre de candidats égal au nombre de candidats, ce genre de choses-là. Puis, considérant aussi l'émergence du Parti conservateur, j'ai l'impression que des candidatures féminines, surtout de jeunes, c'est quelque chose qui est plus anecdotique. C'est une anecdote avec ça, puis je trouve ça intéressant parce que, de ce que je vois aussi de la droite, je dirais que là, il y a plein de distinctions qu'on pourrait faire, de qualificatifs qu'on pourrait donner, que ce soit du conservatisme québécois, canadien, américain. On peut le définir longuement, mais je pense que c'est un mouvement qui est pas nécessairement uniquement masculin, mais je pense qu'il y a des figures dominantes qui sont les hommes, que c'est vrai dans d'autres partis aussi. Je pense que c'est pas inhérent seulement au Parti conservateur au Québec, mais c'est pour ça qu'en fait, je veux avoir une discussion qui a dialogue avec toi. Moi, je me qualifie plus à gauche. Je m'avais pas posé la question, je pense que c'est pertinent de le mentionner. Oui. C'est ça. Puis encore une fois, la gauche, je pense qu'on pourrait la définir longuement. Moi, je me qualifie à gauche parce que j'imagine que contrairement à certaines valeurs peut-être plus de droite, je suis peut-être pour un rôle de l'État plus grand, d'un financement, des institutions, même, je dirais, proposé à avoir plus de taxes, plus d'impôts, ou du moins différemment de ce qu'on a en ce moment. Fait que c'est ça, il y a d'autres choses aussi, là, je veux dire, j'ai pas non plus une carte définie avec une identité propre en faisant comme ça, c'est moi, mais... Oui, c'est ça. C'est sûr que le concept de la droite et la gauche, c'est encore des termes qui sont assez vagues, je veux pas, là, bon, ça englobe une grande... C'est assez variable en termes de valeurs, là. Tu peux être de gauche et pas partager les mêmes valeurs qu'une autre personne de gauche. Mais là, tu as parlé de taxes et impôts. Est-ce que tu es quelqu'un qui considérait quelque chose comme la taxe orange, quelque chose comme ce que QS propose là, d'augmenter les taxes, là, j'ai plus le pourcentage exact, là, mais est-ce que tu es en faveur de quelque chose comme ça? Je sais pas à quoi tu fais référence, en fait, exactement avec la taxe orange. Ouais, la taxe orange, c'était la taxe sur les gros véhicules, là, c'était quelque chose comme ça, là. Je pense que c'était les minivans qui étaient concernés, il y avait d'autres types de véhicules aussi, mais bref, des plus gros véhicules, là, des gros VUS.
Encore une fois, c'est, mettons, particulièrement à Québec solidaire, je connais pas leur plateforme. Je suis pas quelqu'un, en fait, on m'avait déjà posé la question, mais pour ce qui est de mon identité, mettons, partisane, comme ça, je suis sympathique à certaines idées de Québec solidaire. Une des choses dans la dernière élection, puis je vais revenir à ta question. Oui. Je vais faire, mais genre, aux dernières élections, une des choses, moi, qui m'avait intéressé beaucoup dans le programme, c'était la mise, dans le fond, l'accent sur le CLSC. Le retour, en fait, en force des CLSC. Parce que, je sais pas ça, comment vous vous positionnez par rapport à ça, mais moi, je trouve que, mettons, l'hypercentralisation comme Santé Québec, c'est vraiment pas le meilleur moyen de tout gérer. D'ailleurs, ben là, ça fait 1 an, on a vu parce que il y a des rapports mitigés là sur l'efficacité de ça, peu importe. Mais bref, fait que je suis pas un partisan de Québec solidaire. D'ailleurs, je pense que dans les élections, j'ai voté vert. Je pense que c'est actuellement dans tendance. Je vote vert parce que je suis un petit peu cynique envers le système. Je suis pas nécessairement un partisan d'un parti politique. C'est juste que je trouve que c'est important. Puis en même temps, je le sais que les Verts n'ont pas nécessairement une chance de gagner. Puis j'aime ça, pas jeter mon vote n'importe comment, mais peu importe. Fait que c'est ça. Fait que Québec solidaire, ben, pour certaines choses, sont intéressants. Puis je dirais qu'à d'autres égards, mais il y a certains autres partis aussi qui le sont. Ça, je pense que si j'avais une critique à faire de la partisanerie, c'est le fait d'être trop encarcané dans une idéologie en faisant comme ça, c'est bon, le reste, c'est pas bon. C'est comme si là, maintenant, on refuse des idées qui peuvent être bonnes juste parce qu'elles appartiennent c'est un autre parti qui les a proposées, parce qu'elles n'appartiennent pas à un parti, c'est des idées, là. Ils peuvent être bonnes, ils peuvent être mauvaises, mais elles n'appartiennent pas à la gauche ou à la droite. On s'est comme approprié des enjeux, mais en réalité, c'est pas des enjeux qu'il faut rejeter juste parce que c'est pas ton camp. Les gens parlent beaucoup en termes de camp, de côté opposé, alors qu'en réalité, on devrait travailler tout le monde ensemble. Là. Tout le monde a des bonnes idées à quelque part. Personnellement, j'ai été longtemps au Parti québécois, mais je veux pas. Il y a toujours, il y a des idées qui sortaient. Je n'étais pas d'accord avec certains dossiers, puis les gens qui m'entouraient au Parti québécois savaient que je partageais pas nécessairement les mêmes idées qu'eux. Puis au fil des années, je suis plus nécessairement avec eux, là, mais je veux dire, on était capable d'avoir des discussions au sein du parti. Je pense que ça s'en vient de mieux en mieux, l'espèce de partisanerie ultime où on pense qu'on ne doit que suivre la ligne du parti. Encore une fois, malheureusement, c'est toujours trop présent au Québec, je pense. Là. Je vois Québec solidaire qui sont beaucoup là-dedans. La ligne du parti doit être suivie. Et, pour revenir à la question initiale là, pour les gros véhicules, je suis pas expert dans beaucoup de choses dans la vie, je peux pas parler avec je peux pas parler avec certitude de beaucoup de dossiers. Par contre, pour ce qui est des, mettons, je m'intéresse un peu plus à ce qui est l'aménagement urbain, l'urbanisme, ce genre de choses-là. Puis je suis du contenu, mettons, de ce genre-là sur les médias sociaux. Plus sur YouTube, en fait, là, du plus long forme. Puis, tu sais, les VUS, tout ça, il y a une historique de pourquoi ces véhicules-là sont devenus, mettons, plus prépondérants, en fait, plus présents dans la société. Pourquoi, genre, ils prennent une place plus prépondérante, justement, qu'il y a 20, 30 ans. Puis, je pense que ces véhicules-là sont comme, en soi, sont dangereux. Pas nécessairement dangereux parce que c'est un véhicule qui genre, comme, il est là, puis il va te tuer, mais plus, en fait, mais il y a le potentiel. Tu sais, si tu prends des petits véhicules, tu sais, ça a été démontré ici et là, j'ai pas de source, mais j'ai des vidéos en tête, là, ou des démonstrations de fait, du fait que, mettons des gros véhicules assez hauts, tu peux mettre à peu près 10 enfants avant de voir comme l'enfant, qui sont assis par terre, mais ce genre de choses-là, puis il y a une augmentation, mettons, sur de la mortalité infantile, je ne sais pas à quel degré, mais je sais qu'il y a une augmentation quand même. Mettons un parent recule, puis là, il écrase son enfant parce qu'il ne le voyait pas. Puis c'est ça. Sinon, tu sais, le poids du véhicule dans les accidents, des choses comme ça, des VUS, c'est des véhicules qui vont chavirer plus facilement, peut-être de moins en moins, mais quand même, tu sais, qui sont plus prompts que des berlines à rouler ou des choses comme ça. Puis quand cette masse-là arrive, qui rentre, c'est sûr que un véhicule qui est peut-être, je sais pas, 0.5, une fois moins gros, parce que je sais pas c'est quoi la différence des véhicules, là, ça, je m'intéresse pas nécessairement à ça, mais c'est ça. Tu sais, il y a ça. Pour ce qui est de la pollution, ça je l'ignore. Tu sais, je veux dire, mettons, pour les émissions dues à ces véhicules-là,
je peux pas dire, j'estime mettons, si j'y vais avec mon raisonnement, peut-être qu'un véhicule plus lourd va avoir besoin de plus de carburant. Oui, c'est entre autres l'argument derrière la taxe orange de Québec solidaire, par rapport à la pollution. Allons-y avec cette prémisse-là. Tu sais, je pense que une taxe, c'est une mesure, c'est un incitatif, à mon sens, du moins une taxe comme ça, c'est un incitatif à quelque chose. Est-ce que c'est une bonne chose de faire en sorte de sortir ces véhicules-là de la route, ou pas nécessairement les sortir de la route, mais faire en sorte d'inciter à faire réfléchir le consommateur en faisant comme, ben, si je peux-tu avoir quelque chose d'autre, tu sais? Parce que je ne crois pas que tous les gens qui ont des VUS, des trucks là, avec un chargement à l'arrière, des choses comme ça, en ont besoin. Je suis certain qu'il y en a certains qui en ont besoin définitivement. Tu sais, il y a des entrepreneurs qui en ont besoin pour mettre la livraison. Par contre, ça aussi, c'est une autre chose. Si tu vas, il y a 20 ans, je pense que l'espace de chargement à l'arrière était plus grand parce que dans les dernières années, ils ont réduit l'espace de chargement pour mettre plus d'espace, mettons, à l'avant, ce qui est un petit peu ridicule à mon sens. Fait que, tu sais, c'est là à cause d'une demande sur le marché, mais qui a été poussée par, je pense, en tout cas, tu sais, c'est multifactoriel. Oui. Puis comme tout, en fait, on pourrait discuter de plein d'affaires, mais genre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont multifactorielles. Puis dire, est-ce que, tu sais, mettons, être pour ou contre, mettons, une taxe, c'est assez simple. Je dis pas que c'est pas une bonne chose de dire oui, je suis pour, oui, je suis contre, mais je pense qu'il faut réfléchir en arrière de ça. Puis ça aussi, peut-être dans la partisanerie, puis dans la politique, je pense que des fois, on y va simple, surtout maintenant avec les contenus qui sont 60 secondes, 140 caractères, plus nécessairement. Puis c'est le fun de voir justement des podcasts comme ça, parce qu'on peut aller un peu plus sur le fond. Oui. Mais je pense que se poser des questions puis aller plus loin que la simple première impression est importante. Puis dans ces cas-là, ben, si on y va, moi je pense que comme incitatif à faire comme à changer la manière de faire, oui, je dirais que je serais probablement pour ça. Là, la question de la taxe, à quelle hauteur, oui, ça représente tout ça, c'est des nuances et à travailler en commission avec les partis, avec les experts, avec les économistes. C'est ça. Puis tu sais, il y a le mot expert là-dedans. Moi, je vais prendre quelque chose il y a longtemps qui m'avait aberré un peu avec le Parti conservateur du Canada. En 2011, il y avait eu... OK. Je me souviens d'une citation d'un ministre à l'époque, où c'était un ministre, définitivement un député conservateur, qui avait dit, à propos de la réforme je pense que c'était le projet de loi C11 à l'époque, mais c'était pour les peines de prison puis tout ça, puis le système carcéral. Puis je me souviens à l'époque que j'avais entendu un commentateur criminologue qui avait dit que des peines plus dures envers le crime, ça donnait pas nécessairement, c'est pas nécessairement ce que la littérature scientifique en criminologie comme démontrait comme étant bénéfique pour des raisons que je comprends, mais que je ne serais pas nécessairement capable d'expliquer. Oui, c'est des arguments un peu au niveau que tu vas en prison, ben là, tu sors vraiment de la société, puis tu apprends à vivre autrement, puis tu apprends à vivre avec des gens qui ont fait les mêmes erreurs peut-être que toi. Donc, tu rumines ça un peu dans le sens où tu vas tout le temps être dans la même ambiance-là. Donc, quand c'est le temps de revenir en société, après ça, des fois, c'est plus difficile pour ces personnes de se réadapter. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la prison. C'est ça. Sinon, il y a aussi, mettons, la réinsertion. C'est la réinsertion sociale, de faire en sorte justement que parce que là, il y a probablement de réfléchir à pourquoi on incarcère les gens et tout ça. Puis c'est un autre sujet complètement qui est super intéressant à mon sens, mais grosso modo, c'est juste que la communauté criminologue, dans le fond des criminologues, je pense qu'ils étaient assez certaine de ça, du fait que des peines de prison plus sévères, ça fait pas un échec au crime. Grosso modo, je pense que c'était la prémisse de ça. Puis, dans le devoir, je me rappelais à l'époque, il y avait justement cette citation-là du ministre ou du député, là, on les dit pour député parce que c'est là dans tous les cas, qui disait, ben là, on n'a pas besoin de revenir en commission puis de réécouter les experts parce qu'on vient d'aller en élection puis on a écouté les meilleurs experts, c'est-à-dire la population. Moi, ça m'avait sidéré parce que je suis comme, j'enlève pas le fait démocratique d'aller sonder la population sur des tendances puis tout ça. Mais la population, je pense, dans un processus électoral, n'a pas nécessairement une expertise, surtout pas par rapport à un sujet précis. Puis ça, moi, ça m'avait fait quelque chose. Ça m'avait outré, même que j'en parle encore comme 14 ans plus tard, parce que j'étais comme, ben voyons, ça n'a donc pas de sens, ça n'a même pas de sens de dire ça. Puis, je le sais que c'est la partisanerie, je le sais aussi que c'est mener des projets à bien puis tout ça, mais pour moi, ce genre de choses-là, tu sais,
je pense qu'au niveau, mettons, de la criminologie, puis justement les peines carcérales, tout ça, je pense qu'il y a vraiment comme une belle dichotomie entre la manière dont on peut percevoir ça. Ben oui, c'est sûr que si on fait en sorte de, mettons, tu commets un crime, je sais pas quel crime, mais mettons un crime X, ben là, tu punis sévèrement ce crime-là. Ben, nous autres, en tant que citoyens, on va faire, ben, évidemment que ça va faire en sorte que les gens commettent moins ce crime-là. Ça va dissuader. Exactement. Puis, s'il y a une peine, après ça, il ne recommencera pas. Tu sais, je pense que d'une façon un peu, pas nécessairement simpliste, mais une logique comme comme une logique générale, je pense que on peut arriver à un constat qui va dire, ben oui, c'est ça fonctionne, allons-y comme ça. Puis, tu sais, les messages, en tout cas, à l'époque, les messages conservateurs, je pense que c'était des messages qui étaient un peu axés vers ça, comme tough on crime, un peu de cette manière-là. Et ultimement, si on regarde, puis tu sais, c'est parce que tu as donné le mot expert tantôt, puis je pense que c'est important en politique, je pense que l'expertise est absolument nécessaire, parce que sinon, tu vas aller, tu sais, je veux dire, oui, tu vas peut-être faire plaisir à ta base parce que ta base veut ça puis tout ça, mais ultimement, je pense que sociétalement, c'est pas ce qui va apporter le plus de bénéfices. Puis ça, je pense que c'est dur parce que justement, tu sais, mettons, je vois, tantôt tu as dit le PQ, ok, mettons, c'est un gros contentieux, mais genre, est-ce que l'indépendance, elle apporterait du bénéfice ou pas au Québec? Je veux pas rentrer là-dedans, c'est pas ça mon but, mais tu sais, de dire, mettons qu'il y aurait quelque chose qui démontrerait hors de tout doute que devenir un Québec indépendant, ça serait genre la faillite du Québec. Okay? Puis là, le Parti québécois, il continuerait quand même à vouloir l'indépendance pour plein de raisons. Je dis pas que ça va arriver parce que je sais que particulièrement c'est un sujet qui est différent. Mais s'il y a des experts qui disent, puis qu'il y a un consensus scientifique qui disent genre on s'en va vers ça, ben là, sa base, elle va vouloir quand même, parce que sa base, c'est émotif, puis genre, en tout cas, ouais, c'est ça. Puis on a parlé au début aussi, au début du podcast, en fait, on a parlé un petit peu de l'implication justement des jeunes femmes, mais des jeunes surtout en politique. Pourquoi il y en a aussi peu, en fait, selon toi? C'est intéressant parce que en Sciences Po, j'ai un cours de Sciences Po qui s'appelle Comportement électoral, dans lequel on voit, dans le fond, les théories explicatives du vote. Pourquoi les gens votent, pourquoi les gens ne votent pas. Une de ces théories-là, c'est la théorie rationnelle, qui explique que, dans le fond, on fait une décision en fonction de nos moyens. Dans le fond, puis là, si ma prof m'écoute puis j'ai tort, désolé Valériane, mais en fait, non, c'est ça. C'est le choix rationnel, en fait, c'est en fonction justement du coût. Est-ce que le coût d'aller voter est supérieur, dans le fond, c'est un coût d'opportunité. Puis c'est pas du tout la bonne théorie, en fait, c'est une autre théorie. Mais ça, c'est que, en fait, celle-là va expliquer, je pense, que les jeunes ont peut-être un moins grands intérêts par la politique parce que ils vont pas voir l'importance, mettons, que le vote va avoir sur leur vie actuellement, tout ça. Tu sais, c'est pour ça que dans les tendances, il y a les gens, mettons, plus tu as d'éducation, plus tu vas voter, plus t'es riche, mettons, plus t'es haut plus t'es riche, en fait, tu as de plus tendance à aller voter, plus tu vieillis, plus tu as tendance à aller voter. Puis ça, je pense que ça l'exprime, en fait, que plus ton vote va affecter des choses, mettons, ton capital ou ce genre de choses-là, tu vas être plus porté à aller voter à cause de ça. De l'autre côté aussi, il y a le modèle du volontariat civique qui explique que, dans le fond, il y a des moyens aussi qui permettent d'aller voter. Fait que les jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de moyens, il faut qu'ils travaillent. Fait que le jour du vote, peut-être qu'ils vont pas. Puis je sais qu'il y a des législations qui font en sorte qu'il faut peut-être de ça, mais on parle dans son ensemble. Des fois, c'est parce que on les a peut-être pas incités, pas nécessairement au vote, mais habilités à comprendre justement toute la mécanique derrière ça. Je pense que ça, c'est une réponse que je peux peut-être théoriser, mais ça, je pense que les travaux en sciences politiques pourraient donner une réponse plus claire à savoir pourquoi les jeunes, mettons, votent pas. Pour l'implication politique, je pense que ça dépend. Je pense que, tu sais, mettons, au secondaire, ça fait longtemps que j'ai gradué, mais vous un peu moins, fait que vous pourrez peut-être le dire, mais au secondaire, il y a peut-être moins, tu sais, à mon époque, il n'y avait pas nécessairement comme de motivation politique. Pour ma part, moi, c'est vraiment au cégep où est-ce que ça a commencé, où est-ce que je me suis intéressé à la politique active, à la partisanerie, tout ça.
Puis sinon, après ça, ben, j'ai fait des exemples, j'ai compris, tu sais, j'ai fait des simulations parlementaires, je suis allé à l'Assemblée nationale, puis tu sais, là, j'ai vu justement les rouages du système. Mais tu sais, je pense qu'au secondaire, il y a peut-être un petit enseignement de la citoyenneté, mais pas plus que ça. Puis ça, probablement insister là-dessus. Faire des simulations, pas nécessairement parlementaires, mais de vote, des choses comme ça, même dès le primaire, tu sais. Je sais que aux dernières élections municipales, c'était le cas, je ne sais pas dans les dernières élections provinciales, mais les jeunes peuvent accompagner leurs parents puis voter en même temps. Ça, c'est vraiment une belle mesure parce que ça l'aide les jeunes à comprendre les rouages de ça. Je faisais ça, moi, personnellement, puis ça m'intéressait énormément ce qui se passait. J'ai accompagné ma mère quand elle y allait, puis j'aimais ça, puis je pense qu'il y a d'autres jeunes qui aimeraient ça aussi, voir c'est quoi qui se passe. Est-ce que ça peut pas aussi être, peut-être parce qu'au secondaire, on ne paye pas nécessairement d'épicerie, on ne paye pas nécessairement de loyer, fait qu'on ne paye pas de gaz, on n'a pas de permis de conduire, on ne voit pas concrètement c'est quoi qui se passe dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous impacte, puis d'où est-ce que ça vient, parce que, ben, en fait, on a d'autres difficultés à notre niveau, mais on n'a peut-être pas des difficultés qu'on comprend tant qui sont liées au niveau politique, c'est qu'on comprend ça plus qu'on commence à payer un loyer, qu'on voit que le coût de l'épicerie, ça coûte de plus en plus cher, qu'éventuellement, ben, il y a des impôts à payer à la fin de l'année. Puis ça, on ne voit pas nécessairement ça au secondaire. Est-ce que ça peut être quelque chose que, justement, quand ça commence à arriver tranquillement pas vite, quand les jeunes quittent le secondaire, quand ils rentrent tranquillement sur le marché du travail, qui arrivent au cégep, à l'université, ça peut être quelque chose, je pense, qui peut peut-être justement inciter les gens à vouloir un peu plus s'impliquer, s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux? Je pense que c'est une bonne hypothèse. Je pense que j'estime que si la littérature scientifique en sciences politiques s'est peut-être déjà intéressée à cette question-là, si c'est pas le cas, ben, j'ai l'impression qu'on pourrait probablement valider l'hypothèse, parce que ça a du sens. Je veux dire, juste en point de vue, mettons, avec les théories du choix de vote, comme j'ai dit, je pense que le fait d'avoir justement du capital, puis tout ça, puis aussi de comprendre, puis comme le coût, encore une fois, le coût de voter est pas très grand, mais les bénéfices, c'est quoi? Ben, si ça affecte plusieurs aspects de ta vie, ben, les bénéfices vont être plus grands, fait que tu vas avoir une plus grande, comme plus grande probabilité d'aller voter. Fait que je pense que tu as raison. Puis, tu sais, à cet égard-là, je trouve ça intéressant parce que là, tu nommes plein de choses, mettons, qui sont vraiment plus précises par rapport, mettons, à l'implication, je dirais, de l'État dans nos vies, c'est-à-dire, mettons, les taxes, les impôts, les coûts des permis, des choses comme ça. Puis, ben, moi, je vais vous sonder, je trouve ça intéressant aussi, Elliot, si jamais tu m'as remarqué, mais mettons, à cet égard-là, comment vous voyez ça? Parce qu'initialement, je dirais que mon désir d'aller te sonder un peu là-dessus, c'était ça, c'était ta perception par rapport, mettons, puis évidemment, je le tends aussi à toi, mais la perception de l'État dans la sphère publique, puis dans tout ça. C'est quoi votre perception des choses par rapport à ça? Ben, ayant gradué l'année passée, parce qu'on s'entend que j'ai juste 17 ans, ben, veux pas, l'État pour moi, c'est quelque chose d'assez complexe parce que je trouve, mettons là, quand je commence la vraie vie, veux pas, ben, je suis là-dedans, je commence. Bon, là, ça va être taxes et impôts à payer, j'ai mon permis de conduire à payer, j'ai le gaz, le coût de la vie qui augmente, je veux dire, je fais partie des gens qui conduisent un relativement gros véhicule. J'ai besoin de gaz, ça coûte cher. Et de là est né, entre autres, mon espèce de drive conservatrice du fait que je trouve qu'au Québec, on paye trop de choses, on paye trop de taxes, on paye des choses qui sont à un prix complètement déraisonnable si on compare à d'autres provinces ou si on compare à d'autres endroits dans le monde. Mais bon, c'est sûr que la comparaison, c'est pas toujours l'outil le plus efficace parce qu'on s'entend que c'est pas la même réalité partout. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué autour de moi qui devient de plus en plus important pour les gens de mon âge. Dans le sens où, mettons, quand je parle avec mes amis, on se rend compte que, on va peut-être annuler cette activité-là, parce que, tu sais, on est peut-être moins à l'aise de payer, je sais pas moi, 45$ pour faire une telle activité, parce que bon, ça va coûter 80 pour se rendre en gaz. Puis autour de moi, je sens les amis qui commencent à avoir une certaine inquiétude par rapport à la place de l'État dans leur vie. C'est juste payer un permis, c'est pour certains c'est compliqué. Se rendre à avoir le permis pour certains c'est compliqué parce que ça coûte cher quand même. Fait que pour moi, je trouve que l'État en prend trop de place. Puis c'est quelque chose que je vois qui autour de moi, des gens qui graduent, des gens qui commencent le cégep, c'est une vraie préoccupation pour ce qui m'entoure.
Fait que ce serait plutôt comme ça moi, que je le vois. Là. Pour ma part, ben, je pense évidemment, je suis d'accord avec Elliot. Je pense que l'État a des fonctions qui. L'État doit être présent. Là. Je suis pas anarchiste ni 100% libertarienne. Là, je pense que l'État a des fonctions à occuper. Je pense que c'est important qu'il y ait des soins de santé qui soient accessibles. Je pense que c'est important qu'il y ait un certain programme en éducation, que les jeunes aient accès à des écoles aussi. Je pense que c'est important que l'État ait une certaine place dans nos vies. Mais je pense pas que l'État devrait réglementer tout ce qui est règles de construction, par exemple, ce qui ralentit énormément les processus. Même les agriculteurs, j'ai rencontré des agriculteurs dans une manifestation. Eux autres, ce qu'ils clamaient, c'est moins de bureaucratie, plus de labeur, justement, parce que l'État réglemente tellement qu'ils passent quasiment plus de temps à faire du papier qu'à aller chercher, aller récolter leurs patates. Là. C'est ridicule un peu rendu là. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'État n'a pas à être autant présent dans la vie des gens. On peut faire confiance aux gens, on peut les gens, on leur redonne confiance, ils vont être responsables aussi de ce qu'ils vont faire, ils vont être responsables de leur réussite aussi. À un moment donné, on ne peut pas non plus tout le temps reposer sur l'État pour avoir des appartements, des immeubles, etc. Faut que les entrepreneurs de construction puissent construire eux-mêmes leurs bâtiments sans avoir besoin d'appeler 7 personnes pour changer la porte. Là. C'est ridicule parce qu'il y a trop de réglementation. Puis je pense que c'est à ce niveau-là que l'État prend beaucoup trop de place directement dans nos vies. Parce que là, il y a moins de construction, ça fait évidemment que les logements, il y a moins d'offres. Donc les logements coûtent plus cher. Donc c'est très très concret l'impact que l'État peut avoir à ce moment-là. Donc ça, c'est un exemple pour lequel je pense qu'effectivement l'État prend trop de place dans nos vies. Toi, j'ai pu comprendre que tu trouves que l'État, c'est important qu'il soit très présent. T'es un peu en faveur d'un gros État. Ben, ça dépend à quel égard. Dans un point de presse, je me rappelle plus c'est quoi. C'est le budget, mais j'ai écouté un des points de presse d'Éric Duhem, puis tu sais, Éric Duhem disait justement, tu sais, une fonction d'État, la fonction régalienne. Ça, je pense que c'est effectivement une fonction primaire et essentielle. On s'ajoute à ça, à mon sens, beaucoup de choses. Tu sais, tu nobles ton le système de santé, entre autres d'éducation, puis après ça, bon, il y a certaines lourdeurs administratives. Je vais y aller avec ça. Moi, je pense que je vais estimer des choses, je vais induire des choses. Si jamais je me trompe, moi là, mais tu sais, j'ai l'impression que on se rejoint là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une efficience dans la grosseur bureaucratique définitive. Je pense que tu sais, la CAQ qui est théoriquement plus à droite, du moins en partie plus à droite que le spectre avant son élection. Puis maintenant, dans cette séance parlementaire-ci, plus à droite que ce qui était la CAQ avant, reste que c'est... moi, j'ai eu une analogie, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir eu, mais on dirait que c'est un board of directors. Tu sais, la CAQ, c'est... Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est des comptables qui sont là, puis qui gèrent l'État d'une façon comme vraiment très administrative. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Encore une fois, je suis pas un expert, mais on a la loi 2 qui fait un remous énorme dans le monde médical. Petite parenthèse à cet égard-là, si on perd un seul médecin à cause de cette loi-là, on n'a déjà pas beaucoup, là, on veut les garder les médecins. Non, c'est ça, c'est ça. Et en proportion du personnel hospitalier, mettons, qui perd un médecin, je dis pas que perdre une infirmière ou un infirmier, c'est pas correct, mais en tout cas, perdre un médecin, ça serait dramatique, mais peu importe, je ne vais pas m'en aller là. Mais c'est ça, mais tu sais, pour l'ordre administrative, je pense qu'il y aurait de l'efficience à faire. Puis il y a une chose, c'est que, à mon sens, je dis pas que c'est pas partagé par d'autres personnes, je dis pas que c'est pas non plus le but de certains partis politiques, mais la manière dont moi j'apporterais ça, si mettons on me donnait les rênes du gouvernement, je dépenserais pour épargner. Ce que je veux dire par là, c'est je ferais en sorte de revoir, mettons, la réglementation, à voir est-ce que ça c'est pertinent ou pas. Tu sais, je prends mon municipal à Québec, mon employeur, moi, c'est un restaurant. Puis je pense que pour installer une lumière dehors, pour éclairer son panneau, genre, ça prend un permis pour ça puis tout ça. Tu sais, est-ce qu'il y a un moyen de gagner de l'efficacité en faisant, mettons, un seul formulaire dans lequel tu peux faire toutes tes demandes à la place d'avoir plusieurs formulaires? Probablement. Mais en même temps, c'est que changer la manière dont c'est fait, ça prend du temps. Ça prend des gens qui s'attardent à ça et qui essaient de trouver un nouveau système. Je pense que le problème, en fait, peut-être de l'État moderne, parce que je pense que, mettons, quand ça a commencé dans les années 70, t'étais en construction.
Tu commençais, fait qu'il n'y avait plus de protocole, il n'y avait plus de procédure, puis là, ben, tu en ajoutes depuis. Mais il y a des procédures qui sont probablement désuètes. Je comprends. Moi, j'adore ça, je tiens à vous dire, là, j'adore ça. Là, je suis très cynique envers la bureaucratie. J'adore, mettons, les dos cerveaux d'Astérix quand il est dans la maison des fous. Là. Moi, c'est le genre de choses, mais j'aime ça. Je suis capable de naviguer là-dedans, mais ça, c'est le zèle administratif, le zèle bureaucratique. Même si c'est très frustrant, moi, je trouve ça drôle, parce que je suis comme, évidemment, c'est complètement stupide. Il y a des situations où je suis comme, oui, évidemment. C'est sûr que certains, ils vont me faire voir, c'est comme ça n'a aucun sens. Ça serait trop simple, sinon. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'en ris parce que j'aime rire de ce genre de choses-là, mais je suis d'accord. Pour ce qui est, mettons, tu sais, de tout, pour ce qui est la construction puis tout ça, je peux pas nommer des choses, je les connais pas. Mais je pense qu'il y a un sens commun aussi qui pourrait, tu sais, nous trois, on pourrait regarder certaines procédures, puis genre faire, ben, pourquoi il y a ça, tu sais, pourquoi il y a une répétition, ce genre de choses-là. Donc, élaguer des procédures, tout ça, je suis pour. Définitivement. Est-ce que c'est nécessairement élaguer de la bureaucratie, mettons, dans la charge bureaucratique, mettons, des fonctionnariats, des choses comme ça? Je ne sais pas. Probablement. Peut-être que tu es capable de faire autant avec moins. Mais en même temps aussi, tu sais, surcharger des fonctionnaires, c'est pas nécessairement non plus nécessairement la chose à faire. Tantôt, je mentionnais Santé Québec. Est-ce qu'ajouter une mégastructure par-dessus des mégastructures, c'est nécessairement une bonne idée? Tu sais, hier, je me suis fait rire parce que je suis comme, hey, on pourrait avoir une mégastructure en Haute-Santé Québec, tu sais, genre, c'est complètement stupide, j'étais là, puis j'étais comme, mais pourquoi pas, tu sais. En tout cas, c'est pas vrai, je pense à la jamais. Moi, tu sais, puis là, je peux, mettons, pour ce qui est des systèmes de santé, je m'y suis intéressé un peu plus. Moi, je serais pour une décentralisation. Tu sais, il y a des procédés, puis des processus qui sont probablement plus efficace quand t'es sain d'ensemble. Tu sais, je veux dire, si t'avais, je sais pas, tu sais, il y a 1100 municipalités, mettons, t'as 1100 CLSC, si t'as un CIUS qui s'occupe d'une centaine de CLSC, peut-être qu'il y a une procédure qui va, à la place de prendre comme 100 heures de travail, va en prendre 5 parce que c'est genre juste une personne, quelque chose au sein du CIUS qui va s'en occuper. 7. Tu sais, je pense que l'efficacité peut être gagnée là. De tout vouloir centraliser, je pense qu'on perd l'idée de la base d'aller être capable, mettons, pour les soins de santé, d'aller offrir des services plus spécialisés. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que oui, c'est pour ça que je l'aimais comme hypothèse, mais moi, j'ai toujours donné l'exemple ici à Québec. Je pense que, mettons, le CLSC de la Haute-Ville puis le CLSC de la Basse-Ville ont deux clientèles qui sont complètement différentes. Puis j'estime que ces deux CLSC-là sont mieux à même de comprendre leur propre clientèle que quelqu'un qui est même pas dans les établissements puis qui est ailleurs. Je sais pas c'est où le CIUS ici à Québec, mais tu sais, c'est des situations comme ça qui, pour moi, genre de la décentralisation, c'est une chose. Bon, là, je m'égare un peu de ce qu'on disait, mais je pense que dans l'idée de la décentralisation, c'est tantôt, on parle de Québec solidaire, je pense que Québec solidaire, le but, mettons, au moins, d'un CLSC, c'était de la décentralisation comme ça. Sinon, ben, pour ce qui est du Parti conservateur particulièrement, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, dans l'idée, c'était plus de la compétitivité avec justement des cliniques qui peuvent être privées puis de mettre du budget en santé. Bon. Par contre, pour ce qui est de l'éducation, pour ce qui est de la santé particulièrement, moi, je trouve ça important. Tu sais, je pense pas que le privé peut tout offrir dans des domaines du genre. Parce que le but du privé, c'est de faire de l'argent, ce qui est correct dans plusieurs sphères. Mais tu sais, je prends un service au Québec qui, à mon sens, c'est très positif. Mettons le 8-1-1. Tu n'as aucun incitatif au privé, tu n'as aucun incitatif au privé d'offrir un service comme ça. Tu sais, à moins que tu le fasses payer, mais à ce moment-là, le gain est différent. Je pense que, tu sais, au niveau de la prévention, mettons, de direction de santé publique, des choses comme ça, tu as un gain qui n'est pas nécessairement monétaire, pas nécessairement comme immédiat, à faire de la prévention, puis à travailler, justement, sur le plus long terme pour changer certains comportements, des choses comme ça. Par exemple, les cigarettes. Tu sais, est-ce que le système de santé, tu sais, on pourrait peut-être dire que, là, ce que j'allais dire, mettons, pour les assureurs, mais là, les assureurs, c'est plein de considérations. Mais tu sais, est-ce que le système de santé a avantage, mettons, s'il était privé, à faire des campagnes anti-cigarettes? Ben, probablement qu'il ne le ferait pas parce que c'est pas sur le même marché, puis tu sais, il ne compétitionnerait pas nécessairement pour ça, même si, à long terme, il y a plus de coûts, puis ce genre de choses-là, tu sais. Alors que la prévention,
ça a probablement épargné énormément d'argent dans ça. Puis encore une fois, tu sais, on parle des taxes, mais les taxes, mettons, sur les cigarettes, ça a probablement fait en sorte que les jeunes sont de moins en moins intéressés pour ce genre de choses-là, tu sais. Puis ça, c'est très spécifique, ça s'applique pas à tout, tu sais, je peux pas dire taxer une affaire, ça va faire en sorte de ça, parce que la cigarette, je pense que c'est une chose en particulier qui est très, très comme, qui est démontrée comme étant néfaste. C'est tout le temps du cas par cas. C'est ça. Puis en fait, c'est du cas par cas, surtout pour plein de programmes, de systèmes, puis comme ça. La raison pourquoi je pense que la taille de l'État n'est pas nécessairement. Puis on dit la taille, je dis la taille de l'État, mais en fait, l'implication de l'État, mettons, c'est que, encore une fois, c'est du cas par cas, puis j'ai rien comme en tête plus que ce dont je parle, mais, tu sais, il y a peut-être, mettons, dans les lourdeurs administratives, mettons, dans le monde du bâtiment, des raisons pourquoi il y a certaines choses qui sont là. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple complètement absurde. S'il y en a qui sont experts là-dedans, qui écoutent, donnez-moi pas rigueur, parce que je connais absolument pas ce que je vais dire, mais tu sais, je donne un exemple un peu absurde. Mais tu sais, mettons un clou mettons je sais pas, de 2 pouces versus un clou de 4 pouces pour mettre un madrier ou tu sais, d'installer quelque chose. Est-ce que, mettons, on s'est rendu compte avec le temps qu'un clou de 2 pouces, ça pouvait, mettons, se défaire puis pas faire quelque chose alors que le clou de 4 pouces, ben là, ça va être plus solide. Okay, c'est vraiment un exemple ridicule, mais genre, peut-être que cette réglementation-là est importante pour certaines choses. Est-ce que dans l'opération de faire comme, hey, il manque un clou de 4 pouces pour finir ça, puis on va l'avoir dans 2 jours, mais on a des clous de 2 pouces, tu sais. Est-ce que, mettons, mettre un dernier clou de 2 pouces, puis là, le bâtiment n'est pas réglementaire parce qu'il manque un clou de 4 pouces, est-ce que c'est absurde de ne pas finir? Probablement. Mais cette réglementation-là est là pour quelque chose. Moi, je pense que, mettons, des inspecteurs et des gens qui vont juger d'une situation devraient juger sur le contexte plus que sur non, il fallait que tu ailles ça absolument, puis ça, tu sais. Puis je pense que là que c'est difficile parce que si tu commences à faire ça, ben tu peux peut-être, si tu t'empêches de prémunir contre, mettons, de la corruption, des gens qui vont faire un annonce correcte, ou genre, mettons, certains inspecteurs qui vont dire dans certains cas c'est correct, que d'autres qui disent ben c'est pas correct, puis là, ben t'as pas une uniformité puis une uniformisation. Je pense que ça, dans des procédures comme ça, je comprends pourquoi, mettons, il y a une uniformité, mettons, des procédures puis des moyens de production. C'est ça. Puis il y a de l'absurdité, définitivement. Il y a de l'absurdité, puis je pense qu'on le sait tous. Moi, une chose que je reproche à la classe politique, c'est de pas être, c'est d'être un hostie de gros paquebot. D'avoir vraiment de la misère à changer de cap. Puis ça, je sais pas comment régler la situation. J'ai pas d'idée à cet égard-là, à part de genre, premièrement, rendre les gens imputables de certaines, responsables de certaines décisions, de faire comme, ben, vous avez un devoir d'imputabilité. Vous devez être redevable envers ce que vous faites, puis si jamais ben, vous prenez une situation puis vous la gérez comme de la merde, ben on va vous revenir dessus, tu sais, cette responsabilité-là. Mais être capable justement, mettons, dans des cas comme ça ou dans des cas de dire, hey, on a besoin de ça maintenant, avoir juste quelque chose qui va être rapide, tu sais, j'ai un processus plus rapide, je le sais pas, tu sais, c'est vraiment comme, je théorise comme ça, mais genre, il y aurait de l'efficacité à gagner dans une manière de faire que c'est pas genre, OK, ben on fait une demande au ministère, le ministère l'analyse pendant une semaine, après ça, il l'envoie au niveau supérieur, puis tout ça. Tu sais, c'est tous des humains, puis je pense que ces humains-là sont capables de prendre des décisions, mais il faudrait qu'ils soient responsables de leurs décisions dans une certaine mesure, tu sais. Mais là, est-ce que ces gens-là prendraient la décision parce qu'ils sauraient qu'ils peuvent faire ça? C'est ça qui est complexe. C'est très, très complexe. C'est ça. Puis tu sais, encore là, ça, je pense que dans ce qui est de la littérature scientifique, peut-être administratrice, pas administratrice, mais du monde des affaires, mettons, ici, la faculté des sciences de l'administration, probablement qu'il y a certaines réponses à la question que je vais poser, mais, tu sais, moi, j'ai déjà entendu que dans des méga structures, mettons, des multinationales, il y avait des déficiences comme ça. Je pense que le problème, c'est quand tu as des méga structures comme ça, où est-ce que tu as beaucoup de paliers bureaucratiques, puis que c'est pas nécessairement au public, ben, tu vas avoir ce genre de legs-là un peu labyrinthique de dire, ben, avant de faire approuver des choses, mais ça va prendre du temps. T'sais. Je pense juste qu'au niveau public, comme c'est l'argent de tout le monde, ben, on se fait rappeler constamment que,
ben, ça existe, puis il y a des choses comme ça. Justement, on parle de l'argent public et l'argent de tout le monde. Est-ce que c'est la dette qui grossit, voir tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce quelque chose qui te préoccupe pour l'avenir? Fair enough. Je pense que la dette est quelque chose auquel il faut s'attarder. Dans la mesure où je pense qu'un gouvernement, le gouvernement, contrairement au secteur privé, n'a pas la nécessité d'avoir du profit. Fait qu'arriver à avoir un déficit zéro, ça devrait être tellement plus facile. Parce que tu ne peux pas être profitable, tu n'es pas nécessairement déficitaire. Dans certaines situations, mettons pendant la pandémie, avoir des incitatifs. Je vais donner ça au gouvernement Justin Trudeau en 2020-2021 avec la PCU. Ils l'ont fait appliquer presque unilatéralement. Ça l'a causé certains problèmes, peut-être, incluant, mettons, justement, des dépenses publiques fortes, mais le fait que ça a été approuvé rapidement a fait en sorte d'aider du monde maintenant. Puis ça, quand je disais tantôt qu'il y a de l'immuabilité, mais ça a bougé rapidement pendant ça parce qu'il y a eu une crise qui a fait en sorte de libérer les fonds publics. Outre ça, mais mettons, là, on est encore déficitaire à Ottawa, ce genre de choses-là. Je me suis pas attardé amplement au budget, puis aux mesures budgétaires, puis il y a de l'investissement dans les infrastructures, des choses comme ça. Je pense que c'est important de se questionner, à savoir qu'est-ce qui arrive avec la dette. Je suis loin d'être un expert sur une question économique comme ça. Je pense que ça peut être même actuariel comme question, de dire, comment ça grossit par rapport aussi au PIB, par rapport aussi à l'ensemble du budget. Je pense que il faut s'y intéresser. Je pense qu'il y a un juste milieu entre, mettons, juste focus sur la dette, puis la dette c'est un immense problème, il faut arrêter, puis il n'y a pas de dette, puis genre on continue à faire comme on fait. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Je pense qu'il y a des gens, si mettons encore une fois j'avais les rênes du pouvoir, j'irais consulter des experts, j'essaierais d'avoir des idées. En fait, un avis expert sur la question, puis peut-être justement discordant envers différentes sources, puis j'essaierais de voir qu'est-ce qu'on fait. T'sais. Mais je pense que l'idée de dire ça va incomber aux prochaines générations, c'est pas faux. Par contre, si on regarde, mettons, dans les années, à la fin des années 60, avec la création d'Hydro-Québec, je pense que ça a été une bonne dépense, même si ça a été une dette à cet égard-là. Maintenant, est-ce que c'est le même genre de choses? C'est pas des projets aussi novateurs. Mettons, le tramway à Québec, on peut en discuter, mais ça n'a pas le même impact au niveau de la province et tout ça, mais ça reste un projet d'infrastructure qui va être là dans plusieurs décennies. T'sais. Est-ce qu'on peut motiver cette idée-là de dire on va investir, mettons, 50 milliards dans un gros projet d'infrastructure, mais ça va être là à plus long terme, tandis que, mettons, le PCU, c'est déjà terminé. Ça, c'est une situation de crise, fait que c'est autre chose, là. Mais bref, je pense qu'il faut se poser des questions. Je pense qu'il faut réfléchir aussi en fonction de, dans le temps, dans 30, 40, 50 ans. Je pense que la dette est une considération. Il faut se questionner à cet égard-là, mais je pense pas que il faut être alarmiste au point de dire que ça va détruire notre économie. Mais encore là, je suis pas un expert sur la question, puis je fais juste en juger avec ce que je comprends des choses. C'est ça. Est-ce que tu as un souhait pour que ça aille, on parle de 10 ans, il y aurait un tramway et tout ça, mais as-tu un souhait pour juste la vie en général? Dans 10 ans, c'est quoi un Québec qui serait beau, là? C'est une bonne question. Je pense qu'on est chanceux, ultimement, parce qu'on est on vit dans une société relativement pacifique, où est-ce qu'il commence à avoir une polarité. J'espère que dans 10 ans, comment je peux dire ça? J'espère que les institutions qu'on a connues depuis, mettons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont pris une place prépondérante, je parle entre autres, mettons, du parlementarisme, les systèmes de justice, les médias. Je pense que c'est aussi une institution en tant que telle, pas nécessairement comme TVA, Radio-Canada particulièrement, mais les médias comme l'institution d'information. Sinon, mettons, les milieux communautaires, les milieux civils,
les milieux politiques, ces institutions-là, mais ils commencent à s'effriter un peu. J'espère que l'effritement continuera pas pour faire tomber certains piliers, parce que je pense que au Canada, même si on a certaines idées qui migrent là, mettons, des États-Unis vers nous, je pense qu'on se prémunit quand même contre certains effritements de base institutionnelle. Puis ça, j'espère que ça va rester comme ça. Tu sais, même des gens comme Poilievre, même Éric Duhaime, même si on sont très critiques envers certaines choses, j'ai quand même le sentiment qu'ils ont un respect fondamental pour les institutions qui sont en place, même s'ils veulent réformer certaines choses. Alors que tu vois, aux États-Unis, en ce moment, Trump, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement le cas. Puis genre, sans parler du gouvernement Trump, je pense que Donald Trump est quelqu'un qui a démontré par ses actions, puis c'est dire que les institutions, ça fait pas grand-chose pour lui. Le reste de l'administration aux États-Unis, c'est différent parce que pas juste Donald Trump, mais Donald Trump comme individu, je pense qu'il s'en fout. Il fait, je suis là, puis je fais ce que je veux. Je suis content de savoir qu'au Canada, on n'a pas ces... Même, je dirais même Maxime Bernier, dans une certaine mesure, je pense que Maxime Bernier est c'est probablement celui qui crée le plus les institutions, mais je pense que même Maxime Bernier a quand même une conscience de ce qui existe. Je vais y accorder un bénéfice du doute à ce gars-là, mais c'est ça. Mais sinon, qu'on soit encore comme ça, qu'on soit encore dans une paix relative, je pense que discuter comme on fait, c'est intéressant. Définitivement, comme on pourrait le faire encore plus avec des sujets plus précis. Puis, je trouve ça, tu sais, je le vois autant à droite qu'à gauche, les extrêmes, en fait, le fondamentalisme, en fait, ça n'apporte rien de bon. Parce que quand tu es campé dans une position où tu penses que tout ce qui est contre toi, tout ce qui est pas toi est contre toi, ben ça fait en sorte que tu peux pas avancer. Tu vas juste penser, puis par nature, on a tort. Je veux dire, c'est correct d'avoir tort. Moi, j'ai certainement tort sur plusieurs choses. Je trouve qu'il y a des choses que j'ai dites qui sont pas vraies. Puis pas volontairement, juste par la nature des choses. Puis je pense que si on n'est pas capable de concevoir qu'on a tort, puis qu'on n'est pas capable d'accepter ça, ben on peut pas évoluer. C'est ça le problématique, parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a peut-être des partis politiques, même Québec solidaire, qui peuvent avoir, une horloge brisée va donner l'heure juste 2 fois par jour, mais il y a peut-être des choses que tu vas amener qui vont ultimement servir collectivement. Puis je pense que ce qu'on veut, puis ça, encore une fois, je prétends pour vous, mais je pense que ultimement, ce qu'on veut, c'est vivre dans une société où est-ce qu'on peut arriver à s'épanouir, puis s'affranchir de ce qu'on n'aime pas, puis pouvoir faire comme, hey, ben, j'aime pas dans la situation dans laquelle je suis, puis je vais pouvoir faire un autre choix, tu sais. Ça vaut pour quelqu'un de plus jeune comme toi, comme quelqu'un de plus vieux, puis même mes parents. Je pense que cette situation-là, ben, fait en sorte que, cette philosophie-là fait en sorte qu'on veut quelque chose de plus, de plus pacifique, de plus intéressant. Trouves-tu qu'on est encore trop divisé au Québec? Trop. Je pense que la division, mettons, ça aussi en Sciences Po, on l'a vu, mettons, au niveau électoral, s'il y avait une division, mettons, un axe mettons, gauche-droite, mais aussi plus oui-non. Maintenant, c'est un axe plus, mettons, c'est libéral autoritaire, comme, ben, parce que c'est défini comme ça dans une des lectures que j'ai à faire. Puis sinon, ben, tu sais, c'est ça, il y a un changement de paradigme, je pense, qui s'opère. Là, avec le retour possible d'une idée de troisième référendum, peut-être qu'il va y avoir une mouvance, justement, au niveau des idéologies et des valeurs. Je pense que la division, c'est inhérent à toute société. Je pense que même, tu sais, mettons, dans une autocratie, dans une dictature, il y a quand même la division parce que c'est pas l'ensemble d'une population qui va être d'accord avec tout. Il y en a qui considèrent, tu sais, je veux dire, je pense que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, il y avait des gens qui étaient pas pour le parti nazi, puis peut-être qu'ils fermaient leur gueule parce qu'ils faisaient comme, ben moi je veux vivre, tu sais. C'est pas nécessairement des gens qui donnaient de l'importance au pouvoir, peut-être juste des gens qui faisaient comme, ben si je parle, je vais mourir. Fait que quand il y a un contrôle, mais je pense qu'ultimement, il y a toujours de la division. Le problème, c'est quand cette division-là va mener à de la haine. Tu sais, je pense qu'il y a une différence entre des adversaires et des ennemis. Je pense que c'est important de pouvoir avoir des adversaires au niveau politique,
puis à d'autres égards dans la sphère de vie. Mais si ça devient de la haine, puis si tu commences à détester ceux qui pensent pas comme toi, puis inversement, parce que habituellement c'est réciproque, ben on va se retrouver avec un climat social qui est dangereux. Puis je veux dire, encore une fois, je reviens sur le fait qu'il n'y a aucun des deux bords qui a raison ou qui a tort. Je pense que ça dépend tout le temps aussi de où est-ce que tu es campé. Puis à certains moments, il y a des réalités qui vont changer. Je pense que quand on parle de l'expertise, c'est important parce que au niveau scientifique, du procédé scientifique, je sais pas, j'imagine que tu vas à l'université. Oui. Si tu as juste un deck en sciences humaines. Ouais, non, ça s'appelle pas Tu sais, ici à l'Université Laval, en tout cas, il y a une importance en sciences sociales sur mettons, la rigueur scientifique. Tu sais, je veux dire, quand il y a, je vais nommer, je vais nommer Jeff Fillion, parce que Jeff Fillion, c'est quelqu'un que j'aime pas particulièrement. Bonjour Jeff, tu m'écoutes, ben, va chier. Non, je suis désolé, mais genre, moi, Jeff Fillion, je suis pas capable, à plusieurs égards, il a démontré que c'était pas une bonne personne. Genre, quand il parlait, une des choses en particulier, je vous invite, si vous l'avez pas vu, à le lire, c'est la brute et la punaise, je pense, c'est de, je suis pas bon dans les noms, mais c'est une ancienne prof ici au département de communication, c'est Dominique Payette, qui est la fille d'Élise Payette, qui a écrit ça. Je dis pas que c'est la seule chose qui s'est dit, mais genre, il y a des choses que Jeff Fillion a dites dans sa vie qui me font dire que c'est pas une bonne personne. Pour ceux que j'aime pas cette personne-là, peu importe, ça c'est très personnel. Ceci dit, il dit, mettons, que justement, l'université se rapporte à la communiste, des choses comme ça, que les sciences sociales, c'est des sciences molles, puis que c'est pas de la vraie science, etc. C'est pas complètement vrai, parce que, c'est mon propos, c'est qu'il y a de la rigueur scientifique. Je veux dire, on fait des cours de méthodologie, c'est pas pour rien, c'est pour comprendre justement cet aspect-là des choses, de voir à quel point justement il y a de la rigueur. T'sais, mettons une valeur P, une statistique, voir justement des courbes de régression. Je parle de méthode quantitative, mais genre vraiment là, il y a de la rigueur scientifique dans ce qu'on fait. Puis l'expertise, ces gens-là qui regardent justement les phénomènes sociaux, je pense que c'est important de s'y attarder parce que peu importe de quelle part tu te places, même si ces gens-là sont peut-être plus à gauche, parce que je pense qu'effectivement, dans le milieu académique, c'est des intellectuels. Puis je pense que c'est peut-être, comme intellectuel, tu peux peut-être plus comprendre les phénomènes sociaux, puis en comprenant les phénomènes sociaux, peut-être que tu es plus apporté à avoir une empathie, puis aussi, genre de faire comme, ouais, mais on comprend pourquoi, mettons, il y a des dépenses, puis pourquoi il y a certaines choses. C'est autre chose, là, peut-être au niveau philosophie politique, il y a quelque chose avec ça, ou psychologique, mais je pense que même si les profs ou les chercheurs et les chercheuses ne sont pas axés sur l'identité, mettons, plus conservatrice, les résultats de ce qu'ils apportent démontrent quand même des choses comme avec une signification statistique importante. Puis ça, autant en sciences sociales que, mettons, en sciences pures, mettons, en ingénierie, je sais pas, en chimie, physique, je sais pas, des choses comme ça. C'est important en criminologie, par exemple, ici. Tu sais, c'est important de travail social, sciences infirmières, tout ça. Là. Genre, il y a des consensus, ou du moins il y a des études, puis le corpus scientifique est toujours en évolution. Fait qu'effectivement, il y a des choses qui, éventuellement, dans le temps, vont faire en sorte que ça, c'est plus vrai. Sauf que, il faut prendre des décisions, à mon sens, en fonction du savoir qui est accessible et qui est connu. Puis des fois, ben, ça va à l'encontre de ce que tu penses comme partisan politique. Puis c'est là où je dis que tout le monde peut avoir tort. T'sais. Des fois, à gauche, peut-être que les économistes ont raison puis dire qu'il faut plus aller à droite. Peut-être qu'à droite, des fois, il faut plus investir dans les programmes sociaux ou dans des sphères plus précises pour faire en sorte justement que, je donne un exemple qui est encore une fois que je peux pas étayer, là, mais genre l'itinérance, c'est-à-dire que pendant une des situations, pour faire en sorte que l'itinérance s'améliore, c'est peut-être investir massivement pour pas juste trouver des fonds pour des logements, mais aussi, mettons, s'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, s'il y a des gens qui ont d'autres types de problèmes sociaux, ben, de les aider puis les prendre en charge. Mais cette prise en charge-là, ça coûte quelque chose. Puis peut-être que c'est comme ça qu'on va faire en sorte de sortir ces personnes de la rue pour les mettre dans des, je sais pas, dans des résidences, dans des logements, puis leur offrir de la dignité. Puis ultimement, ben, c'est vrai que ça demande de l'argent. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que le privé n'a pas d'incitatif à faire, parce que ça revient pas
à leur donner de l'argent en bout de ligne. Il y a pas de... Puis ça, les organismes communautaires travaillent pour ça. Puis je pense que les organismes communautaires, mais ils dépendent énormément du financement public. Absolument, c'est ça, il y a beaucoup. Oui, oui, puis ils font une job monumentale souvent les organismes communautaires avec très peu de moyens, puis c'est très important dans la vie, absolument. C'est ça. Sur ce, oui. Je pense qu'on Très va. belle discussion. Oui, c'est ça. J'ai vraiment aimé ça. On n'a pas eu grand job à faire, on est parti sur. Ben non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je vous ai pas sondé assez selon ce que j'aurais voulu faire, surtout égoïste, mais, tu sais, je pense que mon propos, je suis genre à m'en aller et à réfléchir aussi en parlant. C'est parfait. Mais c'est, tu sais, si je pouvais conclure, je pense que toute la situation, ça c'est tellement multifactoriel. Ça, c'est important de le concevoir. C'est pas binaire. C'est important de savoir que c'est pas binaire. Parce que les messages sur les réseaux sociaux, les messages, mettons, de personnes qui veulent avoir de l'influence ou qui veulent juste changer l'idée, mettons, des gens, ça va être des messages très, très simples, habituellement binaires, du bien, du mal, puis ça va finir là. Alors qu'ultimement, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui sont impliqués dans tout ce qui arrive. C'est pas nécessairement au niveau politique, là, c'est au niveau de plein de choses. Puis ça, je pense que c'est important. Il faut réfléchir, puis il faut aussi concevoir qu'on peut avoir tort, puis que on peut évoluer aussi avec le temps en fonction d'informations qu'on connaît pas au moment où on prend une décision. Super intéressant. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis je vous souhaite une bonne continuité, puis je pense que c'est important là, de... Oui, absolument. Une discussion comme ça, ça va loin. Surtout qu'on sait qu'on partage pas tout le temps les mêmes points de vue. Je pense que c'est encore plus important à ce moment-là de se parler. Merci beaucoup. Merci.